Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler des TER, des transports régionaux et de la gestion par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour en parler, nous sommes connectés avec Gérald Petitgan, qui est le président de la FNOT de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La FNOT, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers de transport, qui regroupe 28 associations en tout dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Gérald Petitgan. Bonjour, Connecté avec nous, très heureux d'être invité. on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Le budget 2025 de l'État permet aux régions d'instaurer un versement mobilité. La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ne pas l'appliquer. Vous avez publié un communiqué expliquant pourquoi cela, selon vous, n'est pas une bonne décision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Merci. Effectivement, on est au niveau, à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, on est face à un mur d'investissement très important. On s'y oppose pas à leur choix, hein. C'est la région qui assume ses choix, mais on a 4 points essentiels avec ce choc d'investissement qui est attendu. Le premier, c'est la commande de train. On a un manque flagrant de matériel. Il y a une augmentation du trafic de 24% depuis 2019 et les trains, on forcé de constater qu'ils sont surchargés. On espère une nouvelle commande au printemps 2025. Le deuxième sujet, c'est la rouverture des lignes. Celle de Saint-Étienne, entre Saint-Étienne et Clermont, celle de rive droite du Rhône, et il y en a plein d'autres qui attendent. Le troisième point, c'est que l'État a fait le SERM, Services Express Régionaux Métropolitains, avec des RER entre guillemets à la lyonnaise où il y a 6 SERM qui sont identifiés pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le quatrième point, c'est qu'il y a des grands projets, comme le financement du contournement céphale, du contournement de fret de Lyon et les accès Lyon-Turin. Donc, au vu de ces 4 points essentiels, comment vont-ils pouvoir financer sans cette manne financière auquel ils ont renoncé? Voilà ce qui nous inquiète par rapport à ça. Donc pour vous, c'est vraiment se couper en fait d'une ressource finalement pour faire face à ce mur financier. On le comprend, mais est-ce que d'une certaine manière, voilà, on est dans un contexte de restrictions budgétaires où on essaye de tenir les budgets à tous les niveaux, hein. Au niveau de l'État, on en parle depuis de longs mois, mais aussi au niveau des collectivités locales. Est-ce que d'une certaine manière, en faisant cela, c'est aussi et pourrait essayer de peut-être ne pas surtaxer les entreprises parce que c'est là aussi, il faut le dire, c'est une taxe qui est tournée, enfin une taxe, des fonds qui sont prélevés sur les entreprises, non? Oui, tout à fait. C'est pour ça on pointe pas du doigt la région. On comprend ce souhait de ne pas rajouter entre guillemets une taxe aux entreprises, parce qu'il y a déjà un versement sur mobilité au niveau des collectivités, hein, comme la collectivité de Lyon, il y a déjà déjà cette entrée de financement. Mais effectivement, la région ne peut pas n'en profite pas. Et au vu du choc d'investissement qui est attendu, ça va être compliqué là-dessus. Il y avait un choc d'investissement, hein, au niveau les principales revendications de la région, hein, c'était quand même 5,7 milliards d'actions avec entre autres l'augmentation de matériel. Le truc, c'est qu'on le voit pas encore venir au niveau concrètement par rapport à ça. Alors, je crois bien que juste sur ce point très précis des 5,7 milliards, il avait été aussi montré par différents acteurs qu'il y avait quand même une partie qui était déjà investie sur des rames déjà commandées, enfin, qui avait aussi c'était un chiffre à prendre avec des pincettes de mémoire. Euh, Finalement, au fond, ce que vous pointez, c'est le manque d'investissement. Comment ça se, quel est l'impact en fait de ce problème, de ce mur d'investissement sur la vie des usagers que vous représentez? Comment ça s'incarne derrière pour ceux qui prendraient pas les TER tous les jours? Eh ben, alors je vais pouvoir, oui, effectivement, sur les 5,7 milliards, il y avait la moitié qui était investissement et l'autre côté, c'était de l'entretien courant. Donc, effectivement, on divisait par deux ce chiffre. Comment ça se concrétise? Au niveau opérationnalité, il y a 19 rames qui ont été commandées, qui ont été reçues l'année dernière. Sur les 19, il n'y a qu'une partie qui peut être utilisée. Pourquoi? Parce qu'il y a les centres techniques pour l'entretien de ces lignes, de ces trains qui n'ont pas pu être utilisés parce que le site de Saint-Étienne n'a pas été mis disponible. Donc au niveau matériel, il y a un investissement. Donc la Cour des comptes avait identifié 30 rames supplémentaires à commander, en plus des 19 qui ne sont pas encore opérationnels. Si on a moins de rames et moins de matériel roulant, bah, qu'est-ce que ça implique?
au niveau des clients usagers du train, c'est que au lieu d'avoir des doubles trains, il les coupe en deux pour faire les mêmes trains. Donc ça fait des trains bondés, mauvaises conditions de transport des usagers. Train bondé égale train en retard, égale difficulté d'acheminement. En cas de panne ou avec le réchauffement climatique, les arbres qui tombent, la gel, etc., ça fait des trains supprimés. Donc on dégrade en plus la qualité des trains. Donc concrètement, mauvaise qualité, mauvaises conditions et coûts qui explosent. Simplement, juste pour aussi apporter un peu de l'eau au moulin, hein, finalement, du débat, du côté de la région, on a signalé aussi une amélioration du taux de non-ponctualité des TER en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, en 2016, on était à environ 13% de trains qui respectaient pas la ponctualité du contrat, hein, finalement, avec la SNCF. Et on est passé en 2023, c'est mon chiffre le plus récent, j'ai pas encore 2024, à 10,5%. C'est quand même une amélioration. Vous ne la ressentez pas sur le terrain? Alors, c'est les aléas de ce genre de moyenne. Oui, effectivement, 13% en 2016, on peut dire que ça s'est amélioré. Alors, au niveau des indicateurs, c'est des chiffres très généraux qui ne reflètent pas cette disparité au sein de la région. Il y a toujours des lignes qui sont en souffrance. Et il y a des chiffres qui, quand on veut, on peut. Typiquement, le Léman. Le Léman, ils avaient prévu 50 000 voyages jour, ils sont passés à 90 000. Et leur taux de ponctualité, c'est quelques pourcents en retard. Donc ça tire le chiffre vers le haut, en sachant qu'ils ont un gros volume. Mais donc dire quand ils se donnent les moyens, quand on se donne les moyens, on peut. Et avec nos amis suisses, ils ont mis les moyens et ils ont mis des challenges avec des indicateurs. Et il faut pas oublier que les mesures sont faites à 5 minutes près. Donc c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et aussi à l'arrivée du train. Donc qu'est-ce qui s'est passé, l'effet pervers, c'est que ils ont augmenté le temps d'arrêt en gare. Donc du coup, en fin de la dernière gare, ils sont à l'heure, quoi. C'est un peu comme j'ai taquiné un peu là-dessus. C'est comme une pastèque, c'est vert dehors mais rouge dedans. Quand on creuse, on voit qu'il y a toujours autant de disparités et que les trains sont pas forcément au niveau ressenti à l'heure pour ces causes-là. Ce sera le mot de la fin. C'est déjà la fin des 6 minutes chrono. Le format est trop court. Merci en tout cas, Ouais. Gérald Petitgan, Merci en tout cas. d'avoir été connecté avec nous. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous invite à aller sur le site lyoncapital.fr. Nous avons fait de nombreux articles sur les transports TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est à retrouver sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.